Bonjour tout le monde. Alors, c'est pour enchaîner avec notre première vidéo concernant l'analyse et la conception orientée objet, comme je vous ai promis lors de la vidéo de la présentation. Alors, nous allons commencer tout d'abord avec une introduction à la modélisation. Alors, nous allons essayer de dire le pourquoi de la modélisation. L'importance, le rôle que la modélisation joue dans n'importe quel langage de modélisation ou bien dans n'importe quelle méthode d'analyse, qu'elle soit ancienne ou nouvelle. Comme plan de cours, nous allons parler du pourquoi, nous allons parler un petit peu des principes de la modélisation. Il y a quelques anciennes méthodes qui nous ont conduit à la création de la méthode du langage de modélisation UML que nous allons décortiquer ensemble. L'historique de l'UML, quelques définitions, les vues du UML, les diagrammes du UML et quelques outils si on a l'occasion de parler de ça. Alors, pourquoi la modélisation? Alors, un modèle est une simplification de la réalité. Donc, simplification de la réalité qui permet de mieux comprendre le système à développer. Donc ici, nous allons souligner quelques mots: la simplification, la réalité, mieux comprendre, le système à développer. D'accord? Des éléments qui sont très importants, d'accord, et que nous allons essayer de voir, d'accord, ensemble. Je vais vous expliquer un peu ça un peu plus clair. Alors, si vous remarquez, là, si vous le saviez, je sais pas, alors, si on trace ici un petit parcours, et là nous allons parler un petit peu des années 50 jusqu'à les années 70, et à partir des années 70, nous allons parler des années 80. Alors là, c'était une période, ici comme ici, hein, c'était la période de la programmation en utilisant les algorithmes, d'accord, les algorithmes. Et ici, c'est spécifiquement ici, d'accord, ou bien un peu avant, d'accord, il y a eu la révolution industrielle et il y a eu maintenant l'utilisation de l'informatique dans des domaines autres que scientifiques et militaires. Alors, c'est quoi la nouveauté ici? Ce qui était nouveau ici, c'est que le taux de l'information traitée, d'accord, les informations traitées, le taux il est devenu beaucoup très grand. Alors on commençait à trouver des difficultés avec les algorithmes classiques. D'accord, on commençait à trouver beaucoup de difficultés à cerner le taux d'information que nous avions. Alors l'idée c'était quoi? L'idée il était venu grâce à des mathématiciens français. Bien sûr, ce n'était pas leur idée à 100%, parce qu'on verra qu'ils se sont basés sur quelque chose qui datait des années 50. D'accord? Alors là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'il nous faut? Bon, il nous faut un moyen pour cerner, d'accord? Moyen pour cerner, pour, comment dirais-je, pour cerner, d'accord, un nombre, d'accord, d'informations,
d'accord, un nombre d'informations élevé, d'accord, sans rien oublier. Mais là, sans rien oublier, donc ça, sans rien oublier, c'est presque impossible parce que toujours on va oublier quelque chose et c'est pour ça que les langages de modélisation ils se sont améliorés au fur et à mesure comme on va le voir. Alors comment? D'accord, ici on a parlé du comment. Alors, maintenant, le comment c'est quoi les Ils se sont ils sont revenus à quelque chose qui existait auparavant, les années 50, les années 60, les années 70. D'accord? Et ils ont commencé à se dire, tiens, pourquoi ne pas utiliser des modèles? Modèles équivalents de schéma, équivalents de diagramme, d'accord? Tout ça, c'est des synonymes. On va utiliser tout ça. Modèle, schéma, diagramme. Alors, pourquoi le modèle? Bien, pourquoi le schéma? Le schéma, il est capable de contenir beaucoup d'informations. Il est capable de contenir beaucoup d'informations, d'accord? Et faciliter, faciliter, pardon, faciliter la communication entre les acteurs. Bien sûr, les acteurs, on verra quel acteur. Ou bien si vous voulez, je m'explique tout de suite. D'accord? Nous, ce que nous allons essayer de faire, c'est que, comme je le dis toujours, si nous avons un utilisateur, bien, nous avons un client. Nous, c'est les développeurs. Alors, notre client, souvent, qu'est-ce qu'il va faire? Notre client, il va exprimer, d'accord, un besoin. Je m'explique tout de suite. Le besoin de mon client, il est soit un besoin nouveau, soit il souffre d'un dysfonctionnement. D'accord? Il souffre d'un dysfonctionnement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son système. Donc, moi, mon client, dès qu'il exprime son besoin, il fait appel à moi. Moi, je suis le développeur. D'accord? Moi, je suis le développeur. Alors, moi, le développeur, je suis en face d'abord, première des choses à laquelle je serai confronté, c'est de comprendre. Comprendre quoi? Alors, je serai confronté à comprendre deux choses. Première des choses, d'accord? Comprendre comment fonctionne le système d'information de mon client ou bien de mon utilisateur. Ça, c'est un. Au deux, je dois comprendre le besoin. Mon client, il veut quoi? Il veut quoi, mon client? Il veut quoi, mon client? C'est très important. D'accord? Alors, pour pouvoir comprendre tout ça, j'ai besoin de quoi? Bon, j'ai besoin, moi le développeur, j'ai besoin d'un ensemble, d'un grand nombre d'informations, d'accord? D'accord? La source, c'est l'utilisateur. D'accord? Pouvez vous poser la question, la différence entre
La différence entre l'utilisateur et le client, c'est que le client, c'est le patron, c'est lui avec qui on va se mettre d'accord sur les délais, les coûts, et les détails de qualité, etc. Bon, plutôt qualité, c'est utilisateur. L'utilisateur, c'est plutôt celui qui va utiliser le logiciel, c'est lui qui va utiliser le produit, c'est lui qui va nous donner les informations pour pouvoir les convertir, comme je vais dessiner ici, les convertir en logiciel. Donc ça, c'est le premier problème que je vais rencontrer. D'accord, ça. Alors, ce taux d'information élevé, pour pouvoir, alors regardez bien, pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir le cerner, pour pouvoir le discuter avec l'utilisateur, d'accord? Alors, j'aurais besoin, attendez, on va changer de couleur. J'aurais besoin de quoi? J'aurais besoin, c'est mieux, j'aurais besoin de modèles. D'accord? J'aurais besoin de modèles, j'aurais besoin de schémas, d'accord? J'aurais besoin de modèles et de schémas pour faciliter un petit peu quoi? Pour faciliter la compréhension et la communication avec mon utilisateur. D'accord, comme ça, il va me dire oui, c'est ça, c'est pas ça, oui, il faut changer ceci. Là, je crois que je me suis pas bien fait comprendre, il fallait faire cela, il fallait faire cela, et souligner un petit peu la notion de communication. Pourquoi? Parce que après cela, il faut d'abord que je comprenne. C'est très important. Il faut d'abord que je comprenne comment fonctionne le système. Il faut d'abord que je comprenne que veut mon utilisateur pour que je puisse après, là, après, je peux, voilà, je peux proposer des solutions. D'accord? C'est ce qu'on appelle dans le domaine de développement, c'est ce qu'on appelle la conception. D'accord? Et là, vous étiez tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Vous étiez dans une phase d'analyse. Analyse, comprendre. Analyse, comprendre. Solution, conception. Je dis bien solution avec S parce qu'on ne propose pas une solution, on propose plusieurs solutions et on essaie de choisir. Ces solutions, vous allez en choisir une et vous allez, d'accord, produire. Vous allez réaliser. D'accord, c'est là, si vous voulez, la phase de codage, la phase de dessin d'écran, etc., etc. Et après, vous avez quoi? Vous avez votre logiciel. De toute façon, je reviendrai tout à l'heure sur la notion d'étape et je parlerai de ça. Vous avez votre logiciel, votre site web, etc., etc. C'est comme vous voulez. D'accord? Alors, si nous revenons ici, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez un modèle est une simplification de la réalité. Pourquoi? Parce que vous simplifiez le système d'information. Je reviendrai aussi, si vous voulez, à ce point-là. Je reviendrai aussi sur un point très important. On parle toujours de système. Je vais vous expliquer parce que je vais toujours utiliser ce mot, système d'information. D'accord? Système d'information. Alors, quand vous parlez d'un système d'information, souvent, alors, quand on parle d'un utilisateur, quand on parle d'un client, alors un client, c'est, bon, moi je dis toujours entreprise. D'accord? Moi toujours je dis entreprise. Je dis toujours entreprise. Et quand on parle d'une entreprise, il faut savoir que on peut voir l'entreprise, d'accord, comme ça. Il y a des gens qui la dessinent comme ça. Pardon pour le dessin. Et on la divise en 3 systèmes. D'accord? Souvent, on parle d'un système de pilotage et d'un système opérant, le SP. D'accord? Système de pilotage. Le SO, le système opérant. D'accord? Système opérant.
Et là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que, bon, le système de pilotage, bon, c'est les décisions. D'accord? C'est la prise de décision. C'est eux qui décident, hein. C'est eux qui, le système opérant, c'est eux qui exécutent. D'accord? Bah, concrètement, je dis bien concrètement, réellement, d'accord? Sur un contexte concret, il n'y a que les deux qui sont dans le système, qui sont dans l'entreprise. Donc, quand vous allez dans l'entreprise, vous allez voir le système de pilotage. Vous pouvez le voir, vous pouvez le toucher. Vous allez voir le système opérant. Quand je dis le système opérant, c'est tout le monde. Le système opérant, c'est tout le monde. C'est tout le monde dans l'entreprise. D'accord? C'est tout le monde dans l'entreprise. C'est la secrétaire, c'est l'ouvrier, c'est le comptable, le magasinier, c'est les commerciaux, pardon, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Mais ces gens-là, ils ont besoin de communiquer. Le système de pilotage, quand il prend des décisions, il a besoin d'envoyer des informations au système opérant. Le système opérant, il a besoin de circuler les informations entre eux. Le système opérant, il a besoin de renvoyer un feedback, le système de pilotage. Le système de pilotage, il a besoin de circuler l'information entre eux. Donc, il y a une information qui circule ici. D'accord? Ce fameux système abstrait, d'accord, c'est ce qu'on appelle le système d'information. Donc, il est là, il n'est pas là. Il est là, mais vous ne pouvez pas le toucher. Il est là sur papier, il est dans les ordinateurs. C'est une information qui circule par téléphone. Donc, c'est quoi? C'est un ensemble. C'est un ensemble d'informations qui circulent. C'est un ensemble d'informations qui circulent dans l'entreprise. Dans l'entreprise. Donc, nous, on s'intéresse, nous, c'est les développeurs. On s'intéresse à ce système d'information. Parce que nous, c'est nous les développeurs de systèmes d'information. Vous savez, nous, on va proposer, on propose des solutions, d'accord, qui se basent sur les nouvelles technologies de l'information, d'accord, et de la communication pour améliorer le fonctionnement, d'accord, pour améliorer le fonctionnement des systèmes d'information. Bon, au début, les années 80, on utilisait des papiers, des registres. Nous sommes passés à la première, voilà, entre les années 80 et 90 jusqu'à les années 2000. On va appeler ça première phase d'informatisation. Et après les années 2000, les années 2010, 2020. Alors on est passé à la deuxième phase, d'accord, ou bien pour des gens c'était déjà la troisième phase de l'informatisation, ça veut dire même des gens qui ont déjà informatisé leur système, à un certain moment ils ont besoin de modifier leur système. Donc ça c'est une partie qu'on traite dans le génie logiciel et qu'on traite dans la gestion de projets informatiques. D'accord? Alors si on revient, donc simplifier la réalité et mieux comprendre le système développé. D'accord? Alors, il permet de visualiser le système qu'il est, ou comme il devrait l'être. Ici, je voudrais souligner un petit truc comme il est. Comme il est, ça veut dire, là, vous parlez du réel, ou bien ce que j'appelle toujours, c'est l'actuel. D'accord? Et là, comme il devrait être, d'accord, là, vous prenez en considération le futur. D'accord? C'est très important. Valider les modèles vis-à-vis des clients, je vous ai dit tout à l'heure, communication, moyen de communication, spécifier les structures de données et comportement des systèmes. Pour les gens, je vous ai déjà dit dans la première vidéo, il faut avoir un petit peu des notions d'orienté objet, structure de données et les comportements. Si vous avez remarqué ça, ce sont des éléments que nous avons cités dans la phase
des concepts de l'orienté objet. Fournir un guide pour la construction du système, c'est une sorte, d'accord, c'est une sorte de, comment dirais-je, comment on appelle ça, un plan, va nous permettre de, comme une sorte de plan, un guide, un plan à suivre, d'accord. Les modèles, on verra, c'est en compagnon, quand il est accompagné avec une démarche, d'accord, démarche, je vous parlerai de ça tout à l'heure. Documenter le système et les décisions prises. Donc, on va tout documenter pour ne rien oublier. Réduire les coûts de développement. Et là, avec réduire les délais, là, je peux vous parler un petit peu, d'accord, je peux vous parler un petit peu d'accord, là, je vais vous parler un petit peu du fameux triangle, d'accord, un triangle magique, d'accord, un triangle magique, délai, d'accord, coût et qualité, d'accord. Ah, ils sont proportionnels entre eux. Vous augmentez la qualité, vous augmentez les délais, vous augmentez les coûts, d'accord. C'est sine qua non, donc vous pouvez pas, si vous voulez plus de qualité, c'est plus de délai, c'est plus de coûts, donc automatiquement, vous réduisez la qualité, vous réduisez les délais, vous réduisez les coûts. Mais là, quand on va gagner du délai, en utilisant la modélisation, c'est tout à fait normal, d'accord, que nous allons réduire un petit peu, quoi. Nous allons réduire un petit peu les coûts parce on va gagner du temps, d'accord, on va gagner du temps en ce qui concerne le temps de conception et d'analyse, d'accord. Les principes, le choix des types de modèles que nous créons a une influence profonde sur la manière d'attaquer le problème et de former une solution. Donc, actuellement, on parle beaucoup UML. Et on parle beaucoup, pas beaucoup, on parle que orienté, d'accord? On parle que orienté objet. Et vous allez voir, UML, c'est un langage de modélisation le plus adapté avec l'orienté objet depuis les années 90, précisément à partir du 80, 95, 96. Ok. Après, tout le monde peut être exprimé, tout modèle, pardon, peut être exprimé à différents niveaux de précision. Et un point très important que nous allons aborder, c'est que quand nous allons travailler, nous allons partir toujours de ce qui est général, d'accord, vers ce qui est détail, d'accord, ou bien sur ce qui est spécifique, détail ou spécifique. Spécifique. Alors, de la généralisation à la spécification, d'accord, vers le détail. Par exemple, je peux utiliser un modèle, par exemple, je peux parler d'un diagramme de classe tout à l'heure, après, donc à un certain moment il est général, après il va prendre un peu plus de détails, après plus de détails pour arriver à un niveau de détail voulu. Mais ça sera toujours un diagramme de classe. Et on verra, c'est très important cette notion qui se tire un petit peu de l'approche, systémique, d'accord? Bien sûr systémique parce que déjà on traite des systèmes d'information. Donc dans l'approche systémique, on dit toujours il faut parler du général, d'accord, vers le détail, d'accord? Du général vers le détail, on va se focaliser dans un premier début, dans une première phase sur ce qui est fonctionnel global, et après on va partir petit à petit vers le détail, le détail pour pouvoir comprendre ce qu'on veut et pouvoir proposer des solutions adéquates à notre système. Après, les meilleurs modèles sont bien reliés à la réalité. Alors, faites très attention. Un modèle, il est là, mais pour dire, voilà ce qu'il y a, la réalité. D'accord? Voilà ce qu'il y a, la réalité. Alors, un modèle, il ne faut pas qu'il contienne des choses qui ne sont pas réelles. Imaginez que vous allez ajouter vous-même
ou bien sans concertation avec vos utilisateurs. Donc, il faut absolument qu'il soit fidèle le maximum possible. Un seul modèle ne suffit pas. Tout système un peu compliqué sera mieux appréhendé à travers un ensemble de modèles presque indépendants. Bien sûr, comme on va le voir sur UML, elle nous propose plus de 13 types de diagrammes et chacun d'eux, il complète l'autre pour mieux raffiner, pour mieux détailler les modèles et arriver à une conception, à une modélisation juste ou qui se rapproche, d'accord, à ce qu'on souhaite le maximum possible. Bon, là je vais faire un passage rapide, vous aurez le temps si vous voulez de chercher tout ça. D'accord? Bon, mais je parlerai de ça d'une façon différente. Alors vous avez l'OMT, vous avez l'OD, vous avez l'OES. D'accord? Donc ça c'était des anciens modèles. Ça c'est des anciens modèles qui ont apparu bien avant les années 80. D'accord? Et les gens que vous allez là, Jacobson, Bosch, ce sont vraiment des gens qui ont contribué vraiment à la mise en place, mais d'une façon indirecte. Mais regardez, à chaque fois que vous voyez le mot object qui est là. Oriented object, object modeling. D'accord? Donc, le mot contexte orienté objet, il est là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est des méthodes qui sont très anciennes, mais qui n'ont pas pu être promues. Ils n'ont pas trouvé des gens pour les promouvoir parce que notre société, il n'était pas encore prête pour adopter le contexte de l'informatique avant les années 70, ou bien avant les années 80. Et c'est pour ça que tout ce qui est apparu dans un contexte de logique, de modélisation, d'analyse, de conception, n'a pas été trop pris d'un côté plus sérieux, plus important. Donc c'est pour ça ils ont resté dans le coin, ils ont attendu le moment opportun. Le moment opportun, c'était quoi? Le moment opportun, c'était le moment opportun, c'était donc vous avez par exemple l'OMT, vous avez l'OT, vous avez l'OMMS, et le moment opportun c'était les années 90. À partir de 92 précisément, on a commencé à se poser la question. Se poser la question suite à quoi? On a commencé à se poser la question suite à une comment je vais appeler ça? Suite à une remise en cause, d'accord, à une remise en cause de Meurice. De Meurice, tiens, on a dit, tiens, Meurice, nous avons utilisé Meurice de 82 jusqu'à 92, et alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bah, le constat, c'était que tous les modèles, pardon, tous les modèles, tous les modèles donnés, d'accord, ok, en garde, c'était trop bien, parce que ça marchait très bien avec les bases de données relationnelles. D'accord, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, on utilise les bases de données relationnelles jusqu'à maintenant, même si ça fait longtemps que nous sommes en train de parler des bases de données NoSQL, mais les bases de données relationnelles sont toujours là. Ils n'ont pas encore disparu. Ils sont très adaptés avec les petits et moyennes applications. Mais sur Maurice, on a dit non. La partie traitement, c'est pas OK du tout, hein. D'accord, ça marche pas du tout, hein. Il faut changer. Il faut vraiment changer tout ça. Et là, ça a coïncidé avec l'arrivée de Java, avec l'arrivée de l'orienté objet, et il nous fallait quoi? Bah, il nous fallait un langage de modélisation qui soit orienté objet parce que là, c'est tous les concepts. Moi, de la période ADI, je l'appelle la révolution parce que tous nos concepts, tout à quoi on croyait les développeurs, il a vraiment été chamboulé, il a changé précisément à partir de 86. Alors là, qu'est-ce qu'ils ont dit qu'est-ce qu'ils ont dit les géants de l'informatique? Ils ont dit, tiens, on va faire quoi? Bah, on va revenir chercher un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Bah, on va opter sur l'orienté objet. Alors on va revenir un peu en arrière, on va prendre de l'OMT ce qui est mieux, le plus fort, et on va prendre de l'OED le plus fort, on va prendre de l'OMMS le plus fort, et on va unifier les modèles.
D'accord, on va unifier les modèles et on va sortir avec quelque chose, d'accord, qui prend le point fort de chaque proposition de Jacobson, de Bosch, etc., etc. Et cetera. Et on va créer un nouveau langage. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi c'est un langage et ce n'est pas une méthode, hein. Langage, on va créer un langage de modélisation, d'accord, un langage de modélisation, d'accord, unifié. Unifié, c'est là, c'est pour ça il est unifié et on va le nommer UML, d'accord, Unified Modeling Language. Il est sorti avec la version 0.9 si je me rappelle bien, 95 94. Et après, on est passé à la version 1.x. Quand je dis 1.x, c'était 1.1, 1.2, etc. Je pense vers les années 2004, 2005, on était à la version 2.0. Et depuis, nous sommes, je crois, à la version 2.6 ou 2.7, je ne sais pas. Donc, je crois, l'année dernière, on a travaillé avec la version 2.6. Donc, jusqu'à maintenant, on travaille avec ça. Donc, vous parlez de quelque chose qu'on utilise depuis 95 jusqu'à aujourd'hui. Donc, je crois que vous êtes conscient qu'on parle de quelque chose qui 25 ans. Et pour l'instant, il n'y a pas de perspective à changer. On ne parle pas d'autre chose. D'accord, UML, il est toujours là. L'orienté objet, il est toujours là. D'accord. Les frameworks, ils sont orientés objet. Les conceptions, ils sont UML, ils sont orientés objet. Et on n'arrête pas d'améliorer dans le contexte du UML. Et vraiment, c'est quelque chose qui a vraiment contribué fortement à l'amélioration de l'analyse et la conception dans la réalisation des développements des systèmes d'information. Donc là, je viens de vous dire, UML est un langage unifié de modélisation. UML est un langage graphique. Graphique parce qu'on va utiliser des schémas. Graphique parce que on va utiliser des schémas. UML est un langage de modélisation objet, ça c'est sûr. Donc, il est objet à 100%. D'accord. UML n'est pas une démarche. D'accord. Je vais vous expliquer tout de suite. D'accord. UML a été adapté pour tous les modèles objets. Ça veut dire UML n'est pas une démarche. UML n'est pas une démarche parce que tout à l'heure je vous ai parlé de Meurice. Attendez, je vais changer de stylo. Je vais m'écrire avec le noir. Je vous ai parlé de Meurice. Meurice, quand elle est arrivée les années 82, elle est venue avec deux volets. Pour comprendre deux volets, d'abord je vais vous expliquer ça. Regardez. Donc là, ici dans cette phase, donc je vais vous parler de ce qu'on appelle un cycle de vie. Je vais vous parler d'un cycle de vie d'un projet. Un cycle de vie d'un projet informatique. Bien, on appelle aussi le cycle chronologique de développement de système, le CCDS, cycle chronologique de développement de système. Ça veut dire depuis l'expression des besoins à partir de votre client, d'accord, jusqu'à ce qu'on appelle la mise en œuvre. La mise en œuvre, ça veut dire ça y est, vous allez donner votre produit à votre client et il va commencer à l'utiliser. Là, je vais m'expliquer un peu plus parce que normalement, il y a une phase qui va venir là. Il y a des gens qui la considèrent dans le cycle de vie de projet. Il y a des gens qui vous disent non, on va la laisser après la mise en œuvre. D'accord? Bon, c'est la garantie. D'accord? C'est la garantie. C'est ce qu'on appelle la maintenance. D'accord? La maintenance, vous avez la maintenance préventive, vous avez la maintenance corrective. Peut-être on aura le temps de parler de ça si je vous parle un petit peu si je vous fais une série sur le contexte du génie logiciel et la conduite de projet. Bon, la question qui se pose, comment arriver de là à là? D'accord? Ça veut dire, on parle des étapes. Il y a des gens qui les appellent les phases. D'accord? Mais pour l'instant, pour vous, je préfère étapes. Donc là, vous avez des étapes. Là, vous avez des étapes. Par exemple, Meurice, quand elle est venue, elle a ramené, elle a dit, tiens, pour pouvoir réaliser un projet, il faut des étapes. Là, la première étape, donc,
La première étape, elle a appelé ça le schéma directeur. D'accord? Ça, on va se mettre d'accord avec notre client, on va prendre un petit peu l'expression des besoins et on va partir à l'entreprise pour essayer de comprendre d'abord, d'avoir une idée pour pouvoir négocier. Alors ça, ils ont appelé ça l'étude préalable. Ils ont appelé ça l'étude préalable. Ça veut dire, là, on va chercher un petit peu de détails pour pouvoir mesurer, pour pouvoir mesurer, pour mesurer la grandeur, d'accord? Pour mesurer la grandeur de la chose. Quelle chose? Mesurer la grandeur de la chose, ça veut dire mesurer la grandeur du système que nous allons développer. Hein, mesurer un petit peu la grandeur du travail que nous aurons à faire. Hein, ça va nous donner une idée pour que notre chef de projet puisse déterminer les coûts. Hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les délais, d'accord? Hein, il faut estimer parce qu'on ne va pas travailler pour rien. Il faut d'ailleurs qu'ils soient un travail un petit peu bénéfique. Il faut faire des gains parce qu'on ne va pas travailler gratuitement. Si nous sommes d'accord avec les clients, ben, on va passer à ce qu'on appelle l'étude détaillée. On va essayer de chercher le détail maintenant. Et grâce à l'étude détaillée, ben, c'est là où on va faire la conception. La conception, proposition de solution, rappelez-vous. Hein. Et là, on va partir à la réalisation. Bon, la réalisation, le codage, les tests, recoder, etc., etc. Et une fois que vous avez codé, vous avez testé, vous avez validé, parce que vous avez des tests d'intégration, des tests de validation, etc. Ben, on va passer à la mise en œuvre, ça veut dire on va donner le produit pour qu'il soit testé réellement sur le terrain. Alors, Maurice, il a appelé ça des étapes. Mais il est venu et il a dit, tiens, et quand vous êtes en train d'utiliser vos étapes, ben, vous avez besoin, à partir de là, jusqu'à avant la réalisation, ben, vous avez besoin de modéliser. Parce que c'est là où vous avez besoin de comprendre. Vous vous rappelez? Comprendre, communiquer avec les utilisateurs, etc. Donc, Maurice, il a ramené des modèles. D'ailleurs, il a ramené des modèles de données et il a ramené des modèles de traitement. On a travaillé avec tout ça jusqu'aux années 90-92. On a éliminé les modèles de traitement et on a gardé les modèles de données. Les modèles de traitement, ils ont été remplacés par UML. D'accord? Je vous parlerai de ça. Mais UML quand elle était venue, il a dit, bon, regardez, je vais donner plus d'importance à la modélisation. Je vais me spécialiser dans la modélisation. Ça veut dire, ce qui est étape, ce qui est démarche, ce n'est plus mon problème. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres gens qui vont s'intéresser à la démarche pour améliorer la démarche. Parce que, comme je vous ai dit, c'est ce qu'on étudie dans le domaine du génie, logiciel. Et là, vous allez voir, c'est vraiment, c'est fantastique. J'adore moi le génie logiciel. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tout ça, ce que vous êtes en train de voir, ça c'est les années 80. Actuellement, c'est plus ça. Hein. Oui, on parle de conception, on parle d'analyse, mais dans une structure et dans une démarche qui est totalement différente des années 80 et des années 90. Alors, Yamel, elle a dit, bon, il y a d'autres gens, allez, d'autres gens, spécialisez-vous dans ce qui est démarche. D'accord, bien, bon, je vous donne un titre d'exemple, vous pouvez chercher, on parle de la méthode XP, la méthode UP, on a parlé à l'époque de la méthode RAD, on a parlé de la méthode RUP, tout ça c'est des démarches, bien sûr, orientées objet, et qui s'adaptent parfaitement à UML. Ça veut dire les étapes, c'est ces gens-là, c'est ces méthodes qui vont se charger de la démarche. Et UML, elle va venir s'incruster à l'intérieur
d'accord? Et on va utiliser ces modèles et ces diagrammes, les modèles et diagrammes du ML à l'intérieur de l'une de ces démarches qu'on peut choisir. D'accord? Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec RUB, d'accord? Je travaillais avec UP, et là, à l'intérieur, on utilise UML, d'accord? À l'intérieur, et on utilise UML même avec les nouvelles méthodes actuelles. Je sais pas, peut-être, Inch'Allah, on aura le temps, je vous parlerai un petit peu pour les gens qui s'intéressent, on parlera un petit peu de la conduite de projet et comment ça se passe depuis le temps, comment on fait actuel. Et ben voilà, hein, on va passer à tous les objets. Alors UML, elle va venir avec 5 vues. Bon, quand vous dites des vues, ça veut dire vous avez un seul système. Vous avez un seul système d'information. Et nous, ça y est, c'est plus l'utilisateur, d'accord? C'est nous, c'est les développeurs, c'est l'équipe, d'accord? Nous, on va voir le système à chaque fois. À chaque fois, on va voir le système avec une vue différente. On va chercher dans le système quelque chose de différent quand vous êtes dans une vue. Vous allez chercher quelque chose de bien spécifique ici. Quand vous êtes dans une autre vue, vous allez chercher autre chose. Ça dépend, est-ce qu'on est dans une vue statique, dans une vue dynamique, etc. Alors, la vue de logique, c'est la définition du système de l'intérieur. Alors, vous soulignez l'intérieur. Elle explique comment satisfaire les besoins des acteurs, le comment, hein. C'est le comment. Rappelez-vous de ces questions, ils sont très importantes. On reviendra sur ça sur la pratique, hein. Je vous ferai quelques exercices, on parlera de ça, je vais vous rappeler. Vous rappelez, dans le cours, nous avons parlé de la vue logique, etc. La vue des cas d'utilisation, elle est très importante. C'est une vue externe. On va voir de l'extérieur. Un besoin entendu par les utilisateurs externes, d'accord? Et là, moi j'appelle toujours ça, c'est le qui fait quoi. Je dis que c'est le qui fait quoi. Qui fait quoi? On va s'intéresser à qui fait quoi. D'accord? On va chercher ici, rappelez-vous les fonctionnalités. On va parler des fonctionnalités du système. Après la vue des processus, c'est la vue temporelle. D'accord? C'est le quand. D'accord? Quelque temps, quelque part, on va parler du quand, le temporel. Parfois, on s'en fout du temporel. La vue d'implémentation, c'est une vue de bas niveau composée de modules logiques. Parfois, vous avez un système d'information qui est grand. Et automatiquement, on va produire un produit qui est grand. Alors, on a tendance à le découper en petites composantes. C'est là où on va parler de la vue d'implémentation. Et bien sûr, vous avez la vue de déploiement, c'est où est-ce que notre logiciel va tourner? Quel est le matériel qu'on va utiliser? Quels sont les systèmes d'exploitation dont on a besoin? Est-ce qu'on a besoin d'un réseau ou pas? Est-ce qu'on a besoin d'Internet? Est-ce qu'on a besoin de sécurité? Etc., etc. Pour essayer d'estimer et voir un petit peu comment notre logiciel, comment il va coûter en termes d'implémentation et en termes de mise en œuvre. Alors, je vais redire tout ça, hein. Il existe 9 diagrammes en UML 1.1, donc on ne parle plus de ça. Il y a 13 diagrammes en UML 2.0 et en UML 2.6, je pense que nous sommes à 15 ou bien à 17 diagrammes. D'accord? Répartis en 4 modèles. D'accord? Les modèles fonctionnels, les modèles dynamiques, les modèles statiques et les modèles d'architecture. Les modèles fonctionnels, vous avez deviné, ce sont les cas d'utilisation. On verra tout ça en détail. La prochaine séance, Inch'Allah, c'est les cas d'utilisation. Les modèles dynamiques, c'est les diagrammes de communication, diagrammes de séquence, diagrammes de temps de transition, diagrammes d'activité. Pourquoi ils sont dynamiques? Ils sont dynamiques parce que fad les diagrammes hado, là, d'accord, souvent on va parler de communication, d'accord, entre objets. Parce que il s'appelle diagramme de séquence d'objets, diagramme de communication d'objets. Il ne s'appelle pas diagramme de transition d'objets, diagramme d'activité, il ne s'appelle pas diagramme d'activité d'objets, il s'appelle diagramme d'activité. Ici, on va chercher le dynamisme, vous savez, le comportemental des objets. Après, vous allez trouver le diagramme statique, c'est le diagramme des classes, parce que là, on va s'intéresser à ce qui est donné, plus précisément. Et les diagrammes d'implémentation, vous allez trouver le diagramme de composants et le diagramme de déploiement parce qu'on s'intéresse à l'implémentation.
à la mise en œuvre de notre outil dans la plateforme réelle dans laquelle il va tourner. Alors, les diagrammes d'UML, les nouveaux, hein, vous avez les diagrammes de cas d'utilisation, dont on va parler de ça. Après, je vais vous citer quelques nouveaux diagrammes. Ils représentent, à la question, je vous ai déjà expliqué ça, qu'est-ce que l'utilisateur attend? Il faut quoi de nous? Là, on va chercher ce qui est fonctionnel, des relations entre les acteurs. Je vous dirai c'est qui acteur, d'accord? Je vous dirai c'est quoi fonctionnalité. Bien sûr, vous avez commencé à vous familiariser avec la notion de système d'information. Si vous avez, et là, j'attire vraiment votre attention. Système d'information, ce n'est pas du tout le système informatique. Faites très attention. Un système informatique, c'est tout ce qui est matériel, logiciel dans une entreprise. Les PC, le réseau, les logiciels, etc. Le système d'information, c'est l'information qui est traitée par le système informatique. Je me rappelle toujours de la fameuse phrase que notre prof nous disait, le système informatique, il est au service du système d'information. D'accord? Alors, un diagramme de classe, il représente l'ensemble des éléments qui constituent le modèle réel et les relations qui existent entre eux. Vous devez être familiarisé avec la notion de classe si vous avez déjà abordé la notion de l'orienté objet. Un diagramme d'objet, toujours on dit un objet c'est une instance de classe. Et un diagramme d'objet c'est une instance d'un diagramme de classe. Il représente les objets et les liens qui les relient, permet de préciser un aspect particulier du diagramme de classe. Diagramme d'activité décrit les phases d'évolution du système et modélise les actions effectuées sur ce système. Alors là, on va prendre une partie, d'accord, de notre système et on va essayer de voir, hein, voir l'activité de ces objets à l'intérieur, comment ça se passe. Et il y a beaucoup de gens qui le confondent avec le diagramme d'état de transition, je vous parlerai de ça, d'accord? Donc le diagramme d'activité, ce n'est pas le diagramme d'état de transition. Alors, quand vous parlez diagramme d'interaction, alors, on va trouver le diagramme de collaboration, c'était l'ancienne appellation. Ça, c'était l'ancienne appellation sur la version 1.x ou 1.1, je dirais 1.1.x. Et la communication, c'est à partir de la version 2.x. Alors, il montre la relation sémantique faible entre les objets, spécifie les structures de données et comportement du système. Vous allez voir, vous avez comme le diagramme de communication, vous avez le diagramme d'objet, le diagramme d'état de transition. Ce sont des diagrammes qui vont nous aider à mieux raffiner, à mieux perfectionner d'autres diagrammes, comme le diagramme de séquence et le diagramme de classe, par exemple. Diagramme de séquence, on va beaucoup parler du diagramme de séquence, représente les messages échangés entre les objets qui s'enchaînent de façon séquentielle. Alors, on va parler un petit peu là de la notion, quand vous dites séquentielle, on va parler un petit peu de la notion temporelle, d'accord, la notion temporelle, et là on l'appelle aussi un diagramme de séquence d'objets, d'accord, ça s'appelle un diagramme de séquence d'objets, d'accord, voilà. Après, diagramme d'état de transition, vous allez prendre une classe, un objet d'une classe et vous allez suivre l'évolution de son état. Il était dans l'état 1, alors il a changé de valeur, il passe à l'état 2 et ainsi de suite, d'accord, jusqu'à ce qu'on arrive à, je ne vais pas dire ça, état final. Voilà quelle est la phase pour quand vous passez d'un état à un autre. Alors là, vous parlez de transition. Diagramme de composants montre le découpage du système en unités pouvant être distribuées, logiciel, je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Et le diagramme de déploiement, c'est la répartition matérielle, machine, système d'exploitation, etc. D'accord, la plateforme sur laquelle va tourner votre logiciel. D'accord. Vous avez des nouveaux diagrammes, l'interaction overview ou système d'interaction. D'accord, c'est un mélange entre un diagramme de séquence et d'activité. Je ne sais pas si on aura l'occasion parce que je vous ai dit c'est une introduction du ML. On ne va pas trop tarder sur tous les diagrammes. Je vous dirai la prochaine fois les diagrammes les plus importants que nous allons, bon, quand je dis les plus importants, plutôt les plus utilisés. D'accord, les diagrammes que vous utilisez souvent. Diagramme de timing, il décrit les contraintes temporelles sur l'évolution des systèmes. Le diagramme de package montre les dépendances. Les packages, c'est un conteneur. Chez les gens de Java,
Les packages, c'est les gens de .NET, c'est les space names, montrent les dépendances des éléments au niveau de compilation. Diagramme de structure composite, comme le diagramme de package, mais il montre l'indépendance interne au moment de l'exécution. Ça veut dire en package, vous êtes en mode création et les diagrammes composites, vous êtes en mode exécution. Je vous remercie. Donc ça, c'était simplement une petite introduction. J'ai mélangé un petit peu entre la modélisation, l'importance de la modélisation et l'importance et une petite description rapide de UML. Et on aura l'occasion d'entamer 5 ou 4, je ne sais pas combien, c'est en fonction de l'avancement, 4 ou 5 diagrammes en détail avec des exercices, avec des exemples, d'accord? Et prenez toujours ça un petit peu avec une souplesse. Je voudrais pas tomber dans l'erreur de pas mal de personnes qui ont fait des cours ou des vidéos sur EML, ou bien des bouquins, et vous ressentez que une sorte de rigidité, vous ressentez que vous êtes en train d'apprendre un ensemble de lois qui vous obligent de vous comporter toujours de la même façon. Loin de ça. Loin de ça, nous avons grandi dans une école et avec des profs où on nous a toujours dit les méthodes d'analyse, surtout par exemple UML, c'est une méthode qui est venue pour assouplir un petit peu la lourdeur de la réalisation et la conception de projets informatiques et ne pas la durcir encore plus. Et c'est pour ça, vous allez voir, avec le temps, vous allez voir qu'on va travailler avec une façon très souple qui dit que vous avez pas, on va pas toujours dire non, 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 c'est pas ça, c'est erroné, fallait pas faire ceci, il fallait pas faire cela. C'est vrai, vous êtes des débutants, de temps en temps, vous allez commettre des petites erreurs d'inattention, mais parfois vous allez voir, je vais dire, ouais, ouais, mais vous avez raison, votre camarade, il a raison, et cette modélisation, elle est juste d'un point de vue, cette autre modélisation, encore, elle est juste d'un autre point de vue, donc c'est pas toujours faux quand nous sommes en train de modéliser. C'est des points de vue, c'est en fonction de ce que vous avez compris, en fonction du niveau de communication et du niveau de compréhension de votre système que vous allez modéliser. Un grand merci à vous et à la prochaine vidéo.